À l'automne de 1868, durant les dernières années dorées du Second Empire français, la société parisienne obéissait à un système de commerce social aussi impitoyable et précisément calibré que la bourse elle-même. La monnaie n'y était point le franc, mais la visibilité. Être vue au bon salon, assise dans la bonne loge à l'opéra, dansant avec le bon cavalier au bon bal, telles étaient les transactions sur lesquelles se construisaient les réputations, se forgeaient les alliances et se décidaient les avenirs au cours d'une seule valse. Napoléon III tenait encore sa cour aux Tuileries et son empire, bien qu'il pourrit discrètement de l'intérieur, maintenait son apparence de spectacle et d'excès avec l'énergie frénétique d'un homme qui sent la musique sur le point de s'arrêter, mais ne peut se résoudre à quitter la piste de danse. Dans ce système, une femme non mariée qui n'était point vue n'existait pas. En aucun sens qui comptât. Séraphine. De la cour n'existait plus depuis bien longtemps. Elle se tenait à présent au bord du salon doré de l'hôtel de Sorigny, le dos pressé contre une colonne de marbre couronnée de lierre et de roses blanches de cerf, observant sa sœur aînée Delphine commander le centre de la pièce avec l'autorité naturelle d'une femme qui n'avait jamais une seule fois remis en question sa propre valeur. Delphine portait de la soie émeraude qui captait la lumière du gaz comme de l'eau courant sur de la pierre polie. Ses boucles auburn étaient arrangées selon la mode, chignon bas, mèche lâche encadrant le visage, et elle riait d'un son conçu pour porter à travers les salons et s'incruster dans la mémoire de chaque homme à portée de voix. 3 prétendants l'entouraient. Un quatrième approchait avec du champagne. Un cinquième se tenait près du mur opposé, feignant d'examiner un tableau de paysage tout en dérobant des regards vers la courbe de son cou. Personne ne regardait. Séraphine. Ce n'était point nouveau. À 21 ans, elle avait assisté à 47 événements mondains au cours de 2 saisons complètes et n'avait reçu exactement aucune marque formelle d'intérêt. Aucune fleur livrée à la résidence de la cour de la rue de Grenelle. Aucune carte de visite déposée sur le plateau d'argent du majordome. Aucune demande murmurée à son père concernant la disponibilité de sa fille cadette. Elle avait dansé exactement 3 fois en 2 ans, chaque fois avec des veuves âgées s'acquittant d'une obligation envers l'hôtesse, chacun arborant l'expression d'un homme faisant valser un porte-manteau. Ce n'était point que Séraphine fût désagréable à regarder. Elle avait des cheveux sombres qui retombaient en vagues lâches quand ils étaient défaits, des yeux gris qui viraient vers le bleu pâle sous certaines lumières, et un visage calme et attentif que l'on eût pu qualifier de charmant si quiconque l'avait étudié plus, longtemps que la demi-seconde que la société parisienne accordait aux premières impressions. Mais Paris n'étudiait point. Paris jetait un coup d'œil. Et d'un coup d'œil, Séraphine n'était que la sœur plus discrète, plus quelconque, debout derrière la radieuse Delphine, la note mineure engloutie sous la mélodie. « Vous cataloguez encore », dit une voix près d'elle, chaleureuse et légèrement amusée. Séraphine se tourna. Madame Fontaine s'installait dans la chaise dorée, à côté de la colonne, arrangeant son châle de dentelle de Chantilly avec les gestes précis et automatiques d'une femme qui avait été élégante si longtemps que cela était devenu involontaire. Elle avait 73 ans, les cheveux argentés, le regard perçant, ancienne dame d'honneur de la duchesse d'Orléans et la seule personne dans toute réunion mondaine qui rechercha régulièrement la compagnie de Séraphine. « Je catalogue quoi » demanda Séraphine. « La pièce. Chaque visage, chaque mensonge, chaque alliance mesquine. Vous observez les gens comme une naturaliste observe les insectes, avec fascination et une légère horreur. » Un petit sourire toucha la bouche de Séraphine. Les insectes sont plus honnêtes. Considérablement. Madame Fontaine ajusta sa canne à pommeau d'argent sur ses genoux. Quelqu'un vous a-t-il invité à danser? Vous savez bien que non. Je ne sais rien de tel. Je ne suis qu'une vieille femme décrépite à la vue défaillante. Votre vue pourrait repérer un bouton dépareillé à 40 pas, madame. Madame Fontaine rit. C'était un bon rire, franc, sincère, et plusieurs personnes à proximité se tournèrent vers le son avec la légère surprise de témoins d'une anomalie. Le rire dans le voisinage de Séraphine n'était point chose attendue. La vérité de l'invisibilité de Séraphine tenait non seulement à son apparence, mais à la position discrètement déclinante de sa famille au sein de la hiérarchie complexe du faubourg Saint-Germain. Les Delacour étaient de vieille noblesse. Leurs noms figuraient dans des registres remontant au règne de Louis XIV, mais les vieux noms sans fortune courante étaient, dans le Paris du Second Empire, comme des billets de banque d'un gouvernement déchu.
historiquement intéressant et pratiquement inutile. Le père de Séraphine, le comte de Delacour, avait hérité de domaines en Touraine, d'investissements respectables dans l'expansion ferroviaire et d'un nom qui ouvrait toutes les portes du faubourg. Il avait ensuite systématiquement détruit ces trois atouts par une série de spéculations si catastrophiquement mal avisées qu'elles eussent pu être conçues comme des mises en garde pour d'autres hommes. La pire fut l'aventure mexicaine, des mines d'argent dans le Sonora, promues par des associés de la désastreuse intervention militaire de l'empereur au Mexique, dans lesquelles le comte avait englouti l'essentiel du capital restant de la famille. Les mines ne produisirent rien. L'aventure mexicaine de l'empereur s'effondra dans l'humiliation internationale, et le comte de Delacour se retrouva ruiné. Son domaine de Touraine, loué à un fabricant de textiles, sa maison de Paris hypothéquée auprès de la Banque de Paris, et la survie de sa famille dans le monde dépendant du maintien des apparences assez longtemps pour marier au moins une fille à une fortune. Cela expliquait tout dans la répartition des ressources au sein du foyer de la cour. Delphine, la belle, recevait de nouvelles robes de chez Worth chaque saison, car Delphine était l'investissement, le dernier actif négociable de la famille. Séraphine portait les anciennes toilettes de sa sœur retouchées, reprises à la taille et rallongées à l'ourlet par une couturière qui demandait moins qu'une blanchisseuse. Delphine était présentée à chaque événement important avec des introductions arrangées, des semaines à l'avance. Séraphine était amenée en note de bas de page, car la laissée à la maison eût invité précisément le genre de questions que le comte ne pouvait se permettre. « Votre père mériterait le fouet », dit Madame Fontaine, lisant l'expression de Séraphine avec la précision d'une longue affection. Exhiber une fille comme une jument de prix, tandis que l'autre est laissée à l'écurie. Delphine est le meilleur investissement. Dans l'économie du mariage aristocratique, la beauté est... Si vous finissez cette phrase par le mot monnaie, je vous frappe avec ma canne. Le sourire de Séraphine s'élargit légèrement, mais ses yeux demeurèrent vigilants. De l'autre côté du salon, l'architecture sociale de la pièce se modifiait. La marquise de Sorigny avait descendu l'escalier courbe en velours bleu nuit, la gorge cerclée de saphir ayant appartenu à 3 générations de femmes Sorigny, et la foule se réorganisait subtilement autour d'elle de la même manière que la limaille de fer se réorganise autour d'un aimant. La marquise avait 52 ans, belle de cette beauté sévère propre aux femmes qui avaient fait de l'élégance un instrument de pouvoir, et elle dirigeait la vie mondaine du faubourg Saint-Germain avec la précision d'un stratège militaire conduisant une campagne. Son approbation pouvait propulser une jeune femme dans les cercles les plus élevés de la société du Second Empire. Sa désapprobation pouvait en enterrer une si profondément que même une fortune n'eût pu l'en déterrer. Elle entretenait un réseau d'informateurs, femmes de chambre, modistes, marchands de vin, valets, qui rivalisaient avec la police secrète impériale, et elle déployait les renseignements qu'elle recueillait avec un sens chirurgical du moment. Elle n'avait jamais approuvé Séraphine. La raison en était précise et, selon les critères de la marquise, impardonnable. 2 ans plus tôt, lors d'un salon de lecture organisé par la comtesse de Flavigny, la conversation s'était tournée vers les vues de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs. La marquise avait cité un passage avec une autorité assurée. Le passage était de Voltaire, une confusion que personne dans la pièce n'eût osé corriger, car corriger la marquise de Sorigny était un acte social équivalent à se jeter devant un fiacre lancé au galop. Mais Séraphine, qui lisait dans un coin et n'avait point l'habitude d'être remarquée, avait murmuré la correction presque pour elle-même, assez bas pour que seules 5 ou 6 femmes l'entendissent, assez bas pour être indéniable. La marquise s'était tournée vers cette créature insignifiante qui venait d'exposer son erreur et avait souri avec une chaleur capable de geler la scène. Depuis ce soir-là, la marquise s'était donnée pour mission discrète et patiente de s'assurer que Séraphine Delacour restât exactement là où elle était, en Beatty Sonson, dessous de toute considération. « La marquise vous observe », murmura Madame Fontaine. Séraphine suivit son regard. La marquise s'était arrêtée au pied de l'escalier et ses yeux, froids, évaluateurs, étaient fixés sur Séraphine avec une expression qui n'était point hostile mais calculatrice. L'expression d'une femme qui avait un plan. La marquise sourit. Puis elle se tourna et marcha vers un groupe de jeunes hommes près de l'orchestre, parmi lesquels le vicomte de Pressac. Il avait 26 ans, blond, les épaules larges
et possédait ce charme naturel qui faisait pardonner aux femmes le fait qu'il eût fort peu de substance derrière. La marquise se pencha vers lui. Elle murmura. Le vicomte jeta un regard vers Séraphine. Ses sourcils se haussèrent. Puis il sourit, lentement, délibérément, et commença à traverser la pièce. L'estomac de Séraphine se noua. « Madame, quelque chose ne va pas. » Mais Madame Fontaine avait été accaparée par la baronne de Clairvaux, et le temps qu'elle se retourna, le vicomte de Pressac se tenait devant Séraphine, la main tendue, le sourire à pleine puissance. « Mademoiselle de la cour, me feriez-vous l'honneur de la prochaine danse ?» Chaque personne à portée de voix se tourna. L'attention tomba sur Séraphine comme un faisceau de lumière, soudaine, aveuglante, déstabilisante. Personne n'invitait Séraphine de la cour à danser. Cela ne se produisait tout simplement pas. Et voilà que le vicomte de Pressac, beau, titré, l'objet de 3 négociations matrimoniales distinctes cette saison-là, se tenait devant elle, la main tendue comme si c'eût été le geste le plus naturel du monde. Elle aurait dû refuser. Chaque instinct lui disait que le moment était suspect, que le murmure de la marquise était suspect, que le sourire trop facile du vicomte était suspect. Mais Séraphine avait 21 ans. Elle avait passé 2 saisons entières pressée contre des colonnes et des murs, regardant d'autres femmes évoluer dans la lumière des bougies, au bras d'hommes qui les avaient choisies. Et la part humaine en elle, celle qu'elle gardait enfermée derrière l'observation, le détachement et la fiction protectrice qu'elle s'en moquait, cette part-là mourait de faim. Et ceux qui meurent de faim n'examinent point la nourriture qu'on leur présente. Elle prit sa main. La valse fut belle. Le vicomte dansait bien, la tenant avec juste la bonne pression, assez ferme pour guider, assez légère pour suggérer la tendresse. Il s'enquit de ses centres d'intérêt. Elle mentionna la littérature, l'histoire naturelle, les illustrations botaniques qu'elle étudiait au Jardin des plantes. Il écouta, ou parut écouter, avec une attention qu'aucun homme ne lui avait jamais accordée. « Vous n'êtes en rien semblable à votre sœur, dit-il, faisant sonner cela comme un compliment. « Non, convint Séraphine. En effet, au cours des 4 et semaines suivantes, le vicomte de Pressac se présenta au domicile des Delacour à 4 reprises. Il apportait des camélias, à la mode mais impersonnels, bien que Séraphine, qui préférait les fleurs sauvages, ne le dit point. Il l'accompagna dans les jardins des Tuileries, tandis que sa femme de chambre suivait à distance respectueuse. Il s'assit à ses côtés lors d'un concert à la salle Ventadour et murmura des observations sur les autres spectateurs qui la firent porter la main à sa bouche pour contenir le rire. Son père le remarqua. Le comte de Delacour posa sur sa fille cadette, pour la première fois depuis des années, un regard que Séraphine reconnut, non pas de la fierté, non pas de l'affection, mais du calcul. Le regard d'un homme évaluant un actif qu'il avait précédemment amorti. « Le vicomte de Pressac », dit le comte au dîner, découpant son veau avec une précision chirurgicale. Les domaines de sa famille en Picardie sont considérables. Bois, blé, un pavillon de chasse que l'empereur lui-même a visité. Il est simplement aimable, papa. Les hommes de son rang ne sont pas simplement aimables avec des femmes en âge de se marier. Le comte pointa son couteau vers elle, un geste si désinvolte qu'il en était presque distrait, et d'autant plus glaçant. Vous ne le découragerez point, vous serez agréable, et vous obtiendrez une offre avant la fin de la saison. Papa, ceci n'est pas une discussion, Séraphine. Delphine, assise de l'autre côté de la table, étudiait son assiette avec une expression de neutralité calculée. Elle ne défendit point sa sœur. Elle ne le faisait jamais. La 4e semaine, le vicomte invita Séraphine au bal d'automne à l'hôtel de ville, l'événement le plus grandiose de la saison. Y paraître au bras d'un homme titré constituait une déclaration visible de tout Paris. Cela signifiait que Séraphine de la Cour, pour la première fois de sa vie d'adulte, serait vue. Elle portait de la soie ivoire, non pas une retouche, mais une robe que son père avait fait commander à contre-cœur chez une couturière de moindre renom de la rue de Rivoli. Elle était simple comparée aux confections de Worth et de Pingat qui l'entoureraient, mais la coupe était nette, et sous la lumière du gaz de l'hôtel de ville, ses yeux gris semblaient presque argentés. Le vicomte l'accueillit à l'entrée. Il offrit son bras, elle le prit. L'hôtel de ville resplendissait. Des milliers de bougies brûlaient dans des lustres de cristal suspendus à des plafonds ornés de scènes allégoriques. Une confusion de déesses classiques et d'aigles impériaux
qui saisissait le mélange particulier de rhétorique républicaine et de nostalgie monarchique propre à l'époque. Le parquet de la salle de bal était poli comme un miroir, reflétant les danseurs au-dessus, tels des fantômes évoluant sous le verre. Un orchestre jouait des valses de Strauss et l'air était chargé de parfums, de cire fondue et de champagne. Pendant 1 heure, Séraphine se permit de croire. Elle dansa 2 valses avec le vicomte. On la présenta à la comtesse de Beauharnais qui complimenta sa posture. Elle but du champagne qui avait le goût de la lumière. Elle surprit Delphine, l'observant de l'autre côté de la salle, avec une expression qui, pour la première fois, contenait quelque chose de plus acéré que le mépris, quelque chose qui ressemblait à de l'alarme. Puis, à 10 heures précises, la marquise de Sorigny apparut. Elle se matérialisa au coude du vicomte, avec un verre de vin et un sourire qui n'atteignait point ses yeux. Sa voix était ajustée pour porter, pas forte, mais calibrée pour atteindre chaque oreille dans un rayon croissant, de la même manière qu'une pierre jetée dans une eau calme envoie des rides jusqu'à la rive. « Mon cher vicomte, dit-elle, je dois vous féliciter. Vous avez admirablement joué votre rôle. » Le bras du vicomte se raidit sous la main de Séraphine. « Vous devez nous raconter, » poursuivit la marquise en se tournant vers la foule qui s'était rassemblée autour d'elle, car les foules se rassemblaient toujours autour de la marquise. Comment vous avez réussi à maintenir cette mascarade pendant 1 mois entier? J'avoue que lorsque j'ai proposé le défi, je ne vous en croyais point capable. La pièce se contracta. Le bruit diminua. Le monde se rétrécit à la bouche rouge de la marquise et au visage soudain exsangue du vicomte. « Marquise, dit le vicomte d'une voix tendue, ce n'est pas « Oh, mais c'est précisément le moment. Un pari honoré mérite son public. » Le regard de la marquise balaya la salle. « Mesdames et messieurs, notre charmant vicomte a accepté un petit défi à mon salon le mois dernier. Les termes en étaient simples. Faire la cour à l'introuvable mademoiselle Séraphine de la Cour. La sœur qu'aucun prétendant ne voulait, pendant 4 semaines, l'escorter à ce bal même et prouver que même la femme la plus invisible de Paris pouvait être amenée à croire qu'elle était désirée. Elle laissa le silence faire son œuvre. Il a magnifiquement réussi. Des applaudissements me semblent de mise. Personne n'applaudit. Mais personne ne parla non plus, et le silence fut pire, un silence vaste, suffocant, dans lequel Séraphine pouvait entendre les battements de son propre cœur et la musique lointaine, indifférente, d'une valse se poursuivant dans une salle adjacente, où les gens n'avaient pas encore appris ce qui se passait. Elle se tourna vers le vicomte. Il nierait. Il traiterait la marquise de menteuse. Il ne la regardait pas. Sa mâchoire était serrée, son regard fixé sur quelques points intermédiaires, son visage arborant l'expression d'un homme pris dans un piège où il était entré de son plein gré. Embarrassé, certes, mais non honteux. Pas honteux, parce que le pari avait été un jeu, et les jeux ne demandaient au point de honte. Elle était un jeu. Elle avait été un jeu depuis la première valse jusqu'au dernier camélia. Pressac. Elle prononça son nom doucement. Il tressaillit. Mademoiselle, ce n'était pas destiné à m'humilier. Il ouvrit la bouche. Rien n'en sortit. La marquise sirota son vin. La salle regardait, et Séraphine de la Cour, qui avait passé 21 ans à apprendre à survivre à l'invisibilité, découvrit qu'il existait quelque chose d'infiniment pire que de ne pas être vu. C'était être vu, être traîné dans la lumière de force, pour n'être révélé que comme une plaisanterie. L'invisibilité était douloureuse mais supportable. Ceci était l'anéantissement. Ceci était recevoir l'espoir et le regarder prendre feu devant 300 témoins. Elle retira sa main du bras du vicomte. Elle ne courut pas. Elle ne pleura pas. Elle se tourna et marcha vers les portes de la salle de bal, le dos droit et le menton levé, et la foule s'écarta devant elle, non par respect, mais par cet instinct qui fait reculer devant quelqu'un qui vient d'être frappé. Ils voulèrent regarder, mais ils ne voulèrent pas se tenir trop près de la blessure. Elle atteignit le corridor avant que sa vision ne se brouillât. Elle atteignit le vestiaire avant que ses mains ne commençassent à trembler. Elle atteignit le portique à l'extérieur où l'air de novembre frappa ses épaules nues comme une lame de glace, avant que la première larme ne tombât. Elle pressa son dos contre la pierre froide et ferma les yeux. Ce fut alors qu'elle entendit les pas, sans hâte, réguliers,
la démarche mesurée d'un homme qui ne se pressait jamais parce que le monde s'organisait autour de son rythme et non l'inverse. Elle ouvrit les yeux. Il se tenait à l'extrémité du portique, à demi dans l'ombre, à demi dans la lumière du gaz. Il était grand, inhabituellement, avec des cheveux sombres coupés plus courts que ne le permettait la mode, et un visage qui était frappant plutôt que beau. Mâchoire tranchante, pommettes hautes, des yeux si sombres qu'ils paraissaient noirs dans la pénombre. Il portait un habit de soirée d'une coupe impeccable, sans autre ornement qu'une chevalière portant un blason qu'elle ne pouvait déchiffrer à cette distance. Elle l'avait déjà vu. Jamais de près, toujours à la périphérie des événements, de la manière dont on remarque une ombre qui tombe à un angle différent de toutes les autres. Il assistait rarement aux réceptions, et lorsqu'il le faisait, les conversations se modifiaient dans son voisinage. Les hommes pesaient leurs mots. Les femmes regardaient, puis détournaient vivement le regard, comme si un contact visuel prolongé eût pu attirer une forme d'attention qu'elle n'était pas à point préparée à gérer. Il était Bastien Montargis, le duc de Vauclair. Dans la hiérarchie du Paris du Second Empire, certains noms portaient un poids qui transcendait la richesse ou le titre ordinaire. Vauclair était l'un d'eux. La famille Montargis détenait le duché depuis le XVIIe siècle, ayant survécu à la Révolution, à la Terreur, à l'Empire et à la Restauration grâce à une combinaison de mariages stratégiques, d'accumulation implacable et d'un instinct de préservation si affiné qu'il était devenu héréditaire. Le duc actuel contrôlait des domaines en Normandie qui s'étendaient de Rouen à la côte, un bloc entier de propriétés de premier ordre sur le faubourg Saint-Honoré et des intérêts financiers dans le commerce maritime, la banque et le textile qui faisaient de lui l'un des 10 hommes les plus riches de France. Mais la richesse seule n'expliquait point la déférence qu'il inspirait. Il y avait d'autres hommes riches. Ce qui distinguait Vauclair était sa réputation, construite non sur un acte isolé, mais sur un schéma de comportement si constant qu'il s'était calcifié en légende. Il était méthodique en affaires, chirurgical dans la protection de ses intérêts et doté d'une patience qui rendait ses représailles dévastatrices précisément parce qu'elles arrivaient bien après que ses adversaires se crussent en sécurité. Le dernier homme qui avait tenté de frauder l'une de ses entreprises maritimes, un banquier nommé Thibault, avait perdu sa firme, ses adhésions à 3 clubs et le salon de son épouse en 8 mois. Vauclair avait accompli cela sans élever la voix, ni, pour autant qu'on pût en juger, éprouver un seul instant de colère. Il avait simplement démantelé la vie de cet homme avec l'efficacité calme d'un horloger désassemblant un mécanisme, puis était passé à autre chose. On l'appelait le loup de Vauclair. Il l'observait à présent, non avec pitié, non avec la curiosité morbide de la foule du bal. Il l'observait de la manière dont un homme observe quelque chose qu'il étudie depuis longtemps, avec reconnaissance, avec concentration, avec une intensité qui eût dû l'effrayer mais qui, dans son état de dévastation absolue, ressemblait presque à de la chaleur, comme si quelqu'un avait allumé un feu dans une pièce vide. « Vous avez froid », dit-il. Sa voix était basse, posée, le genre de voix qui n'avait point besoin de volume pour remplir un espace. « Je vais bien », dit-elle. Le mensonge était automatique. « Vous tremblez. » Elle regarda ses mains. Elles tremblaient contre la pierre. Elle les plaqua à plat et les somma de cesser. Elles ne cessèrent point. Le duc retira son manteau. Il ne demanda point la permission. Il franchit la distance entre eux en 4 enjambées et drapa le manteau sur ses épaules, laine noire et lourde doublée de soie, portant chaleur et le parfum léger du cèdre et de quelque chose de plus sombre, comme du vieux cuir et de l'encre. « Je n'ai pas besoin. Je ne vous ai point demandé ce dont vous avez besoin. J'ai observé ce que vous requérez. » Elle le dévisagea. De près, ses traits étaient d'un plus tranchant qu'elle ne l'avait supposé. La mâchoire eût pu être tracée à la règle, et ses yeux, qu'elle avait crus noirs, étaient de la nuance de brun la plus sombre possible, avec des éclats d'ambre visibles seulement à cette distance. Il n'y avait aucune douceur dans son visage, mais il y avait de l'attention, complète, entière, concentrée sur elle, comme si la salle de bal, la ville, l'ensemble de l'appareil élaboré de la société parisienne avait cessé d'exister et qu'elle fût la seule chose restante digne d'être regardée. « Vous étiez dans la salle de bal, dit-elle. En effet. Vous avez entendu ce que la marquise a dit, chaque mot, elle déglutit avec difficulté. Alors vous savez que je suis le divertissement de la soirée.
La fille assez sotte pour croire. Sa voix se brisa. Elle Jaska s'arrêta. Elle ne se briserait point entièrement. Pas ici. Pas devant le loup de Vauclair. Ce que je sais, dit le duc, c'est que vous avez quitté cette salle avec plus de contenance que toutes les personnes qui y sont restées. Les mots se logèrent dans l'espace creux à l'intérieur de sa poitrine et y demeurèrent, petits, obstinés, chauds. Vous ne me connaissez pas, monsieur le duc. Je sais que vous visitez le Jardin des Plantes chaque mardi pour étudier les illustrations botaniques dans la galerie Est. Vous arrivez à 10h30 et restez jusqu'à ce que la lumière change, généralement vers 1h. Je sais que vous lisez Balzac dans les éditions originales Furnes et non les réimpressions Lévy que la plupart achètent parce qu'elles sont moins coûteuses. Il y a 3 mois, devant la salle Le Pelletier, après une représentation de Verdi, vous avez retiré vos gants et les avez donnés à la fille d'une marchande de fleurs qui grelottait sous la pluie. Les gants étaient des de chevreau pâle, la plus belle chose que vous portiez. Vous les avez donnés sans hésiter et êtes rentré chez vous, les mains nues dans le froid. Le souffle de Séraphine s'arrêta dans sa gorge. Comment? Parce que je regardais. Le silence entre eux n'était point vide. Il était dense d'implications, vibrant de questions qu'elle ne savait pas encore formuler. Cet homme puissant, craint, insaisissable, l'avait observée pendant des mois, tandis que le reste du monde regardait à travers elle comme si elle eût été faite de verre. « Pourquoi » demanda-t-elle. C'était le seul mot qui compta. Le duc de Vauclair l'étudia un long moment. La lumière du gaz attrapa l'ambre dans ses yeux. « Parce que vous êtes la seule personne honnête dans toute pièce où vous entrez, et je cherche quelqu'un d'honnête depuis très longtemps. » Il offrit son bras. « Rentrez avec moi. » « Je ne peux pas. Retournez là-dedans. »« Vous le pouvez. Vous le ferez. Car vous entrerez de nouveau dans cette salle à mon bras, et je vous donne ma parole, mademoiselle de la cour. Plus personne dans cette pièce ne regardera à travers vous désormais. » Elle scruta son visage à la recherche de moquerie, de pitié, de cet amusement calculateur qu'elle avait appris à reconnaître dans les yeux du vicomte. Elle n'en trouva rien. Ce qu'elle trouva était une intensité contrôlée si absolue qu'elle en était presque effrayante. Le regard d'un homme qui avait pris une décision et que nulle force sur cette terre ne saurait en détourner. Elle prit son bras. La salle de bal devint silencieuse. Non le déclin progressif des conversations, mais une cessation immédiate, collective. Le son de 300 personnes retenant leur souffle en même temps. Le duc de Vauclair n'avait point escorté une femme à un événement public depuis 4 ans. Il ne dansait pas. Il ne faisait pas la cour. Il paraissait brièvement aux réceptions, traitait ses affaires et repartait. Qu'il entrât de nouveau à l'hôtel de ville avec une femme inconnue à son bras constituait, dans le vocabulaire de la société parisienne, un événement sismique. Séraphine sentit chaque regard se recalibrer. L'attention qui avait été moqueuse était à présent stupéfaite, recalculant. Elle n'était plus la chute de la plaisanterie. Elle était la femme que le duc de Vauclair avait choisie. De l'autre côté de la salle, le sourire de la marquise de Sorigny s'évanouit. Le duc marcha délibérément au centre de la pièce. Il salua le ministre des Affaires étrangères d'un signe de tête. Il échangea un mot avec le comte de Chambord. Il ne lâcha point son bras. Le message était lisible pour chaque personne présente. « Cette femme est sous ma protection. » Près de l'orchestre, le duc s'arrêta. Il se tourna vers elle. « Dansez avec moi, dit-il. Vous ne dansez pas. Tout Paris le sait. Ce soir, je danse. » Il posa une main sur sa taille et prit sa main de l'autre, et l'orchestre entama une valse lente. Il dansait comme il faisait toute chose, avec une précision maîtrisée, chaque pas délibéré, chaque tour exact. Mais sa main à sa taille était chaude, et sa prise sur ses doigts était ferme, et elle comprit avec une certitude paisible et déstabilisante que son corps s'ajustait au sien, comme s'il avait attendu ce cavalier précis sans le savoir. « Les gens nous dévisagent, dit-elle. Qu'ils regardent. On ne parlera de rien d'autre pendant des semaines. Dès demain matin, chaque salon du faubourg discutera de la raison pour laquelle le duc de Vauclair a dansé avec la demoiselle de la cour. Tant mieux. La spéculation, correctement semée, accomplit la moitié du travail de la stratégie. Est-ce cela que ceci est? De la stratégie? Quelque chose bougea derrière ses yeux, une fissure capillaire dans la surface. Contrôlé, aussitôt colmaté. « Ceci est le commencement, dit-il.
Si vous le permettez. Dans l'architecture sociale de la France du Second Empire, l'attention d'un duc fonctionnait à la fois comme bouclier et comme monnaie. L'aristocratie était d'une sensibilité exquise au pouvoir, qui le détenait, qui l'avait perdu. Et quelle proximité avec lui pouvait élever ou détruire une réputation du jour au lendemain. Un duc qui montrait de l'intérêt pour une femme ne la complimentait point simplement. Il restructurait l'ensemble de sa position sociale. Des portes s'ouvraient, des invitations se matérialisaient. Des femmes qu'il avait la coupée en salon découvraient soudain des raisons urgentes d'envoyer leur carte de visite. En l'espace d'une semaine après le bal de l'hôtel de ville, Séraphine reçut 11 invitations. Elle en avait reçu 3 au cours des 6 mois précédents. Le duc de Vauclair se présenta au domicile des Delacour le mardi suivant. Il arriva dans un carrosse laqué portant le loup rampant du blason Montargis et fut reçu dans le cabinet du comte avec une déférence si prononcée qu'elle frisait la servilité. Le comte, qui avait à peine reconnu l'existence de Séraphine durant des années, découvrit soudain en elle des qualités qu'il n'avait jamais auparavant identifiées. « Ma Séraphine a toujours été la réfléchie de la famille », dit le comte en versant son meilleur cognac de main légèrement tremblante. « L'intellectuelle, un honneur pour le nom de la cour. » Séraphine, debout dans le corridor à l'extérieur du cabinet, entendit chaque syllabe. Le goût dans sa bouche était métallique. Le duc émergea 20 minutes plus tard. Il la trouva dans le petit salon à l'arrière de la maison, la pièce au tapis usé et à la fenêtre donnant sur le mur du jardin plutôt que sur la rue. Personne d'autre dans la famille n'utilisait cette pièce. Elle manquait de prestige. Elle était à elle. « Votre père a donné sa bénédiction pour que je vous rende visite, » dit le duc. Quelle magnanimité de sa part. Le duc l'étudia. « Vous êtes en colère. » « Je suis précise. Il y a 3 semaines, mon père ne pouvait se souvenir si je préférais le thé ou le chocolat le matin. À présent, je suis son honneur intellectuel. La seule variable qui a changé, c'est vous. Oui. Vous ne cherchez même pas à le nier. Votre père attribue la valeur en fonction de la validation extérieure. Il avait tort de ne pas voir votre mérite auparavant. Il n'a pas tort de le reconnaître maintenant, bien que ses raisons soient méprisables. Je ne vois aucun intérêt à prétendre le contraire. » Elle cligna des yeux. Elle n'était point accoutumée aux hommes qui parlaient en lignes nettes et directes. Le discours aristocratique était enveloppé de couches d'euphémismes et d'indirections, chaque phrase un message codé emmailloté de politesse. Le duc parlait comme si l'indirection eût été une espèce de malhonnêteté. « Vous vous demandez pourquoi je suis ici, dit-il. Je me pose 3 questions. Pourquoi vous m'avez remarqué? Pourquoi vous êtes intervenu? Pourquoi un homme qui pourrait avoir n'importe quelle femme de France se tient dans cette pièce qui sent l'humidité et n'a pas été retapissée depuis la mort de ma grand-mère? Ce sont 3 questions distinctes. Alors répondez-y. » Il s'approcha de la fenêtre et regarda le mur du jardin, pierre grise, lierre brunissant dans le froid de novembre. Lorsqu'il parla, sa voix était plus basse qu'elle ne l'avait entendue. « Il y a 5 mois, j'ai assisté à une représentation à la salle Ventadour. Du Verdi. J'y étais parce que le ministre de l'Intérieur souhaitait discuter d'une concession ferroviaire et il préférait traiter ses affaires dans des loges privées plutôt que dans des bureaux. Pendant le 2e acte, j'ai regardé vers le parterre et j'ai vu une jeune femme assise seule. Les sièges autour d'elle étaient occupés par des gens qui chuchotaient, s'agitaient, réglaient leurs lorgnettes, ignorant la musique. Mais elle était immobile, les yeux fermés. Il y avait des larmes sur son visage. Non de chagrin, de la musique. Elle était la seule personne dans ce théâtre qui écouta véritablement. Il se détourna de la fenêtre. « C'était vous. » Séraphine se souvenait de cette soirée. Elle n'avait pas su que quiconque pouvait la voir depuis les loges au-dessus. Elle s'était crue en sécurité dans son invisibilité et s'était accordé le luxe de ressentir la musique sans défense. « J'ai demandé à 3 personnes dans le foyer qui vous étiez, » poursuivit le duc. « Aucune ne connaissait votre prénom. Vous étiez la demoiselle de la cour, la discrète, la sœur de Delphine. Il me fallut 2 jours pour apprendre que votre nom était Séraphine. Je trouvais extraordinaire qu'une femme capable de pleurer à du Verdi pût traverser cette ville entière sans laisser de traces. Alors vous m'avez observé. Je vous ai observé au Jardin des Plantes, où vous avez passé 1 heure à étudier une seule illustration de Dahlia
avec plus de concentration que la plupart des gens n'en accordent au visage d'un amant. Je vous ai observé à la librairie de la rue de l'Odéon, où vous avez tenu une édition originale de Balzac dans vos mains pendant plusieurs minutes avant de la reposer soigneusement sur l'étagère parce que vous ne pouviez vous la permettre. La poitrine de Séraphine se serra. J'ai acheté cette édition le lendemain, dit-il. Elle est dans ma bibliothèque. Je ne l'ai pas encore lue. Je l'ai achetée parce que vous la désiriez, et cela m'a semblé raison suffisante. Sa main se porta à sa bouche. Et puis je vous ai observé devant l'opéra, par un soir froid de septembre, retirer vos gants et les donner à une enfant que vous ne connaissiez pas. Et j'ai compris quelque chose que je soupçonnais, mais que je n'avais pas confirmé. Quoi? Que votre bonté n'est pas un spectacle. Elle est structurelle. C'est ce que vous êtes quand personne ne regarde, ce qui signifie que c'est ce que vous êtes véritablement. Il soutint son regard. Dans mon expérience, mademoiselle, cette qualité est la chose la plus rare au monde. Plus rare que la beauté, plus rare que l'esprit, infiniment plus précieuse. Le silence qui suivit fut immense. Vous auriez pu vous présenter il y a des mois, dit-elle enfin. J'aurais pu. Et vous auriez vu un duc approcher une femme non mariée et supposer les mêmes calculs qui régissent chaque autre transaction semblable dans cette ville. J'avais besoin que vous me voyiez clairement. J'avais besoin d'un moment où les faux-semblants seraient arrachés. Vous avez donc attendu que je sois publiquement détruite. Le duc tressaillit. À peine perceptible, une contraction au coin de la mâchoire, un infime rétrécissement de ses pupilles, mais elle le saisit. Et elle comprit avec une clarté soudaine qu'elle l'avait blessé. Oui, dit-il. Sa voix était rauque. J'ai attendu. Et le fait que ma patience ait requis votre souffrance est une chose que je ne me suis pas encore pardonnée. Elle avait attendu une justification. Ce qu'elle reçut fut une honnêteté qui lui coûtait quelque chose à prononcer. J'envisagerai de vous faire confiance, dit-elle avec prudence. Mais je le ferai à mon propre rythme, et vous ne me presserez pas. Je suis un homme patient. Vous l'avez démontré à un degré que certains pourraient trouver troublant. L'ombre d'un sourire traversa son visage, le premier qu'elle eût vu de lui. Il transforma ses traits une demi-seconde durant, le rendant plus jeune et presque abordable. Puis il s'évanouit, et le masque revint, et Séraphine ressentit son absence comme une perte petite et précise. La cour se poursuivit selon deux voies simultanées. La voie publique était visible de tout Paris. Le carrosse du duc devant la résidence de la cour, sa présence aux côtés de Séraphine à l'opéra, leur promenade à cheval au bois de Boulogne. Cette voie était lisible, analysée et indéfiniment commentée. La voie privée n'était visible que d'eux seuls. Il l'emmena au Louvre, où ils se tinrent devant le radeau de la Méduse de Jéricho, et il lui demanda non pas ce qu'elle en pensait, mais ce qu'elle ressentait. Aucun homme ne lui avait jamais demandé ce qu'elle ressentait à propos de quoi que ce fût. De la fureur, dit-elle, étudiant l'immense toile de naufrage et de désespoir. Contre les officiers qui ont abandonné le radeau. Et quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'arrive pas tout à fait à... De la reconnaissance? Elle se tourna vivement vers lui. Oui. Comment le saviez-vous? Parce que ce tableau parle d'être abandonné par les gens qui étaient censés vous protéger. Et vous connaissez bien ce sentiment. C'était trop juste, trop précis. Elle recula devant le tableau et la conversation, et le duc le permit. Laissa la distance s'ouvrir sans la combler, sans insister. Elle découvrait qu'il était capable de recul aussi bien que d'avancée. Il comprenait que la confiance ne se conquérait point, mais se gagnait. Et il semblait disposé à attendre tout le temps que cela nécessiterait. Il arrangea une visite privée de la collection botanique du Muséum national d'histoire naturelle, un privilège exigeant l'intervention personnelle du directeur du musée qui devait au duc un service relatif à un litige foncier. Séraphine passa 2 heures à examiner des spécimens pressés, avec le ravissement concentré d'une érudite accédant à des archives privées, et le duc se tint à ses côtés tout du long, silencieux, attentif, la regardant avec une expression qu'elle commençait à comprendre comme sa version de l'émerveillement. « Vous me dévisagez » dit-elle sans lever les yeux d'un spécimen de Dahlia imperialis. « Oui. Moi ou les fleurs? Les fleurs ne m'intéressent point. » Elle leva les yeux alors et le surprit sans défense. Ses yeux nus, son expression ouverte, le masque mis de côté un instant si bref qu'il pouvait être involontaire. Ce qu'elle vit dessous lui coupa le souffle.
Ce n'était point simplement du désir, bien que le désir en fît partie. C'était le regard d'un homme seul depuis très longtemps qui venait de découvrir qu'il ne voulait plus l'être. Il remit le masque instantanément. Mais elle avait vu ce qui se trouvait dessous, et elle ne pouvait plus ne pas l'avoir vu. À travers tout cela, son père s'employait à extraire le maximum d'avantages de la situation. Il lâchait des remarques au dîner, des observations anodines conçues pour la pousser à obtenir une demande. Les domaines de Vauclair en Normandie rivalisent, dit-on, avec tout ce qui existe en France. Une alliance avec les Montargis restaurerait entièrement la famille. Un soir du début de décembre, le comte coinça Séraphine dans le corridor devant sa chambre. Son haleine portait le cognac et le désespoir. Le duc vous rend visite depuis 3 semaines sans proposition formelle. On commence à jaser. On jase toujours. Ne fais pas la maligne avec moi. Sa main se referma sur son poignet, non pas violemment, mais fermement, avec la poigne de propriétaire d'un homme qui considérait sa fille comme une extension de ses biens. Si tu ne parviens pas à conclure cette alliance, j'en arrangerai une autre. Le marquis de Sauveterre a manifesté son intérêt. Il a 62 ans et vient de perdre son épouse. Sa fortune est considérable. Le sang quitta le visage de Séraphine. Le marquis de Sauveterre était connu dans le faubourg pour 2 choses, sa richesse et sa cruauté. Sa première épouse était morte à 40 ans d'un mal qu'aucun médecin ne pouvait précisément diagnostiquer et que tout le monde comprenait en privé. Vous ne feriez pas cela. Je ferai tout ce qui était nécessaire pour préserver cette famille. Il relâcha son poignet. Obtiens le duc, ou accepte le marquis. Il s'éloigna. Séraphine demeura dans le corridor, frottant les marques rouges sur sa peau, et comprit avec une terrible clarté l'étroitesse du monde qu'elle habitait. Ce qui rendait la menace de son père si efficace n'était pas seulement sa cruauté, mais sa réalité juridique. En vertu du Code Napoléon, le droit civil qui régissait encore la France en 1868, une femme non mariée demeurait sous l'autorité légale de son père jusqu'au mariage, moment où cette autorité se transférait à son époux. Elle ne pouvait posséder de biens de manière indépendante. Elle ne pouvait signer de contrat. Elle ne pouvait ouvrir de compte en banque ni intenter d'action en justice sans le consentement d'un tuteur masculin. Une femme mariée avait besoin de l'autorisation écrite de son époux pour travailler, voyager et même percevoir son propre salaire. Le comte de Delacour ne menaçait pas simplement Séraphine d'un mariage déplaisant. Il exerçait un droit légal. Il pouvait déterminer le cours de sa vie et son consentement était une courtoisie, non une exigence. Telle était l'architecture de la condition féminine aristocratique sous le Second Empire, une cage dorée dont les barreaux étaient inscrits dans la loi de la République. 2 jours après la menace de son père, Séraphine fut témoin de quelque chose qui altéra sa compréhension du duc et de la nature du pouvoir qu'il exerçait. Elle l'avait accompagné au bureau de son avoué, rue du Faubourg Saint-Honoré. Le duc l'avait invité car la réunion concernait une propriété adjacente au Jardin des Plantes destinée à un projet immobilier et il souhaitait son évaluation de l'impact éventuel sur les jardins. Elle attendait dans une antichambre tandis que le duc s'entretenait avec ses représentants juridiques. Une porte laissée légèrement entrebâillée, à travers laquelle elle pouvait entendre la conversation dans le bureau voisin. La réunion était routinière jusqu'à l'arrivée d'un tiers. La voix qui entra dans la pièce était suave, assurée, vaguement condescendante. Elle appartenait à un homme nommé Gérard Moreau, non pas un noble, mais un financier, de cette nouvelle classe d'industriels fortunés qui remodelaient le Paris du Second Empire aussi rapidement que le baron Haussmann en remodelait les rues. Moreau avait investi dans le projet immobilier et tentait de modifier les termes d'un accord déjà signé. Les termes originaux ne sont plus viables, dit Moreau. Les coûts ont grimpé. Nous devrons renégocier les droits d'accès sur la limite nord. Les termes ont été convenus et signés, répondit le duc. Calme, posé, froid comme la pierre. Les circonstances changent, monsieur le duc. Un homme de votre expérience comprend certainement la flexibilité. Je comprends la flexibilité. Je comprends également que vous avez acquis la parcelle adjacente 3 semaines après notre accord, par l'intermédiaire d'une société écran enregistrée au nom de jeune fille de votre épouse, afin de contrôler l'accès nord et de forcer précisément cette renégociation. Je comprends que les coûts que vous qualifiez de grimpants
résulte d'un retard de construction que vous avez vous-même orchestré en corrompant l'inspecteur municipal pour qu'il rejette les permis de fondation. Et je comprends que vous avez cru que je ne découvrirais rien de tout cela, parce que vous avez l'habitude de traiter avec des hommes moins méticuleux que moi. Silence, total, annihilant. Voici ce qui va se passer, poursuivit le duc, du même ton, mesuré qu'il eût employé pour commenter le temps qu'il faisait. Vous honorerez les termes originaux. Vous vendrez la parcelle adjacente à ma propriété au prix que vous l'avez payé, que je connais au centime près, car j'ai obtenu les actes notariés. Et vous retirerez la plainte frauduleuse que vous avez déposée auprès de l'inspecteur municipal, dont je possède également une copie, et qui constitue un acte criminel au titre de l'article 177 du Code pénal. Monsieur le duc, je vous assure, je n'ai pas terminé. Les mots étaient calmes, mais portaient l'irrévocabilité d'une porte qui se ferme. Si vous ne vous conformez pas d'ici la fin de cette semaine, je transmettrai les actes notariés et la plainte frauduleuse au bureau du procureur impérial. J'informerai également la Banque de France, où vous détenez vos comptes principaux, de la divergence entre vos actifs déclarés et les avoirs dissimulés par l'intermédiaire de la société de votre épouse. La banque sera tenue de procéder à un audit. Ces audits, comme vous le savez peut-être, tendent à devenir publics. Un autre silence. Vous avez jusqu'à vendredi, dit le duc. Mon avoué préparera les documents. Le bruit d'une chaise repoussée, des pas pressés, irréguliers. Le financier traversa l'antichambre sans voir Séraphine. Le visage gris, le front moite, les mains tremblantes, tandis qu'il tâtonnait avec son chapeau et sortait dans la rue froide, comme un homme quittant la scène de sa propre ruine. Le duc apparut dans l'encadrement de la porte un instant plus tard. Il la vit, il vit l'expression sur son visage. « Vous avez entendu, dit-il, chaque mot. » Il fut silencieux un moment. Puis, « Êtes-vous effrayé ?» Elle considéra la question honnêtement. Elle venait d'entendre un homme puissant et fortuné être systématiquement démantelé en l'espace de 2 minutes. Ses stratagèmes exposés, son levier détruit, l'intégralité de ses moyens d'existence menacés avec la précision calme d'un chirurgien pratiquant des incisions. « Non, dit-elle, je ne suis pas effrayée. Qu'êtes-vous alors ?» Elle le regarda. La ligne dure de sa mâchoire, l'immobilité absolue de ses mains, les yeux sombres qui ne contenaient ni colère ni satisfaction, mais quelque chose de plus proche de la vigilance. Le regard d'un homme qui avait depuis longtemps accepté que le monde contenait des prédateurs et avait décidé de devenir l'un d'eux, afin que les personnes auxquelles il tenait ne fussent jamais des proies. « Je me dis, dit-elle, que le marquis de Sauveterre devrait être fort reconnaissant que mon père n'ait point encore tenté de mettre sa menace à exécution. » L'expression du duc changea. Durant une demi-seconde, pas davantage, quelque chose qui n'était ni contrôle, ni stratégie, ni le loup, quelque chose d'humain et de saisi et de presque tendre, traversa son visage. « Le marquis de Sauveterre, dit-il doucement, ne s'approchera jamais de vous à portée de voix. Cela, je puis vous le promettre. » Elle le crut. Non parce qu'il était puissant, bien qu'il le fût, mais parce qu'elle venait d'entendre le son de son pouvoir en action et qu'elle comprenait ce à quoi il servait. Ce n'était point de la cruauté, ce n'était point de la domination pour elle-même. C'était un mur, construit avec patience, information et attention implacable, et les personnes qu'il était conçu pour protéger étaient celles qui se tenaient derrière. Elle se tenait derrière. Ce fut à la mi-décembre, lors d'une représentation à la salle Le Pelletier, que Séraphine découvrit qu'elle était capable de jalousie. Elle ne s'y était point attendue. Elle n'avait jamais été possessive de quiconque, ni de quoi que ce fût, en partie parce qu'elle n'avait jamais rien eu dont être possessive, et en partie parce qu'elle s'était entraînée, à travers des années d'invisibilité, à ne désirer que ce qu'elle pouvait contrôler, ce qui était fort peu. Mais la salle Le Pelletier, par un soir de décembre, avait une manière de réarranger la compréhension que l'on avait de ses propres désirs. Ils étaient dans la loge privée du duc, une position d'extraordinaire visibilité dans le fer à cheval étagé de l'auditorium. Dans la hiérarchie du Paris du Second Empire, les loges de l'opéra n'étaient point simplement des sièges, mais des annonces, chacune proclamant la richesse et le statut de son occupant à chaque autre loge et au parterre en dessous. Être vu dans la loge du duc de Vauclair, c'était être placé sur une scène dans la Seine, observé par 1000 yeux. La représentation était le Hamlet d'Ambroise Thomas,
la sensation de la saison, ayant été créée dans ce même théâtre en mars précédent sous des ovations enthousiastes. L'histoire d'un prince paralysé entre le devoir et la retenue, entre l'homme qu'il était et celui que le monde exigeait qu'il fût, tenait le public dans un silence si complet que le froissement des programmes résonnait comme le vent dans les feuilles. Mais Séraphine ne regardait pas la scène. Elle regardait la comtesse de Lévigny. La comtesse avait 30 ans, les cheveux sombres, une mise exquise, et elle occupait la loge directement en face avec la posture d'une femme qui savait qu'elle était observée et s'en délectait. Elle était aussi, comme Séraphine l'avait appris de Madame Fontaine cet après-midi-là, la femme que les commérages parisiens avaient le plus obstinément associée au duc avant l'arrivée de Séraphine. Rien de confirmé, rien de démenti, juste l'insinuation persistante que la comtesse et le duc de Vauclair avaient été autrefois quelque chose de plus que de simples connaissances. Durant le premier entracte, la comtesse descendit de sa loge et traversa le foyer. Elle se mouva à travers la foule avec l'aisance d'une femme qui s'attendait à ce qu'elle s'écartât pour elle, et ce fut le cas. Elle approcha le duc, qui s'était levé pour parler à l'ambassadeur de Belgique, et posa sa main gantée sur son bras avec l'intimité désinvolte d'une longue familiarité. « Bastien, dit-elle, pas monsieur le duc. Bastien. » Le son de son prénom dans la voix basse et musicale de la comtesse frappa Séraphine dans un endroit qu'elle n'avait pas su vulnérable. « Comtesse, répondit le duc. Sa voix était neutre, polie, correcte. Vous vous êtes caché de la société si longtemps que j'avais commencé à craindre que vous n'eussiez pris les ordres. La comtesse sourit, un beau sourire, étudié, du genre qui suggérait des secrets partagés. Et voici que j'apprends que vous avez trouvé un nouvel intérêt. Son regard se déplaça vers Séraphine. Il n'était point hostile. Il évaluait l'examen froid et minutieux d'une femme jaugeant une autre. « Mademoiselle de la Cour, dit le duc, permettez-moi de vous présenter la comtesse de Lévigny. »« Enchantée, murmura la comtesse. Ses yeux s'attardèrent sur la robe de Séraphine. La retouche, les coutures visibles, le tissu démodé d'une saison entière. Et Séraphine vit, avec une clarté dévastatrice, l'évaluation de la comtesse se former et se solidifier. Sans intérêt. La comtesse est mécène du conservatoire, ajouta le duc. Nous siégeons ensemble au conseil. Entre autres choses, dit légèrement la comtesse, et elle laissa sa main sur son bras, un battement de plus que nécessaire, avant de la retirer. L'entracte prit fin. Ils regagnèrent leur siège. Le deuxième acte commença. Séraphine fixa la scène sans rien voir. Le sentiment qui se mouvait en elle était inconnu et malvenu. Ce n'était point de la colère. Elle n'avait aucun droit sur le duc et aucun motif de colère. Ce n'était point de la tristesse. C'était quelque chose de plus primitif que l'un ou l'autre, une contraction chaude et serrée dans la poitrine, une conscience soudaine de chacune de ses insuffisances. Une voix dans sa tête lui murmurant que la comtesse de Lévigny était belle et accomplie et expérimentée, et que Séraphine de la Cour n'était qu'une fille invisible dans une robe retouchée, admise dans ce monde par accident, et qui finirait par être renvoyée à la place qui était la sienne. Le duc se pencha vers elle. Sa voix était basse, destinée à elle seule. « Vous n'avez pas cligné des yeux depuis 4 minutes. Je regarde l'opéra. Vous regardez le rideau. Les interprètes sont à environ 3 mètres sur la gauche. » Elle se tourna pour le regarder. L'auditorium était sombre, hormis la lueur de la scène, et dans cette pénombre son visage n'était qu'ombre et angle, l'ambre dans ses yeux à peine visible. « La comtesse vous a appelé Bastien, dit-elle. » Elle n'avait pas eu l'intention de le dire. Les mots sortirent d'eux-mêmes, nus et sans défense. Quelque chose changea dans son expression. Non de l'amusement, elle eût été furieuse devant de l'amusement, non du dédain. C'était de la reconnaissance. Il comprenait, avec la même précision qu'il apportait à toute chose, exactement ce qu'elle éprouvait et exactement pourquoi. « La comtesse, dit-il avec précaution, appelle bien des gens par leur prénom. C'est une stratégie, non une intimité. Vous siégez ensemble à un conseil. Nous nous sommes assis dans la même pièce une fois par trimestre et avons été en désaccord sur les allocations de financement pour la section des cordes. Ce n'est point un fondement pour la passion. Elle a touché votre bras. Elle touche le bras de tout le monde, c'est sa manière de naviguer dans les pièces. Comme une aveugle qui lit les meubles. Séraphine le dévisagea. Puis, malgré tout, le nœud serré dans sa poitrine, la voix murmurant
L'insuffisance, l'image de la main gantée de la comtesse posée sur sa manche, elle rit. C'était un son petit, involontaire, presque un souffle, et elle pressa sa main contre sa bouche pour le contenir. Le duc regarda son rire de la même manière qu'il regardait tout ce qu'elle faisait, avec une attention totale, comme si le son de son rire dans une loge d'opéra obscurcie eût été une chose qu'il entendait se souvenir pour le reste de ses jours. « Il n'y a eu personne, dit-il doucement. Pas la comtesse, personne, pas depuis 4 ans. Il faut que vous le sachiez. Pourquoi me dites-vous cela? Parce qu'il y a 3 minutes, vos mains tremblaient, et non de froid cette fois-ci, et la cause en était une femme qui ne signifie rien pour moi. Et je découvre que je ne puis tolérer de vous voir en détresse pour une raison que j'ai le pouvoir de corriger. » Il marqua une pause. « Et parce que je préfère être honnête et risquer l'outrepassement que vous laisser assise dans le noir, croyant quelque chose qui n'est pas vrai. » L'opéra se poursuivait en dessous d'eux. Hamlet agonisait sur son choix impossible, l'orchestre enflant sous son indécision. Le public était captivé. Et Séraphine, dans l'obscurité de velours de la loge du duc de Vauclair, sentit quelque chose bouger, une porte qu'elle maintenait fermée commençait, lentement, contre sa propre résistance, à s'ouvrir. Elle ne le toucha pas. Mais elle laissa sa main reposer sur l'accoudoir entre eux, paume vers le haut, dans l'espace où sa main à lui pourrait trouver la sienne s'il le choisissait. Il regarda sa main, il regarda son visage. Et puis, avec une délibération qu'elle comprit être en soi une déclaration, il posa sa main sur la sienne et referma ses doigts. Ils restèrent ainsi tout le reste du deuxième acte. Ils ne parlèrent point. Ils n'en avaient pas besoin. Il jouait du piano. Elle le découvrit par hasard, arrivant en avance pour une visite au Faubourg Saint-Honoré et entendant de la musique derrière une porte close, un nocturne de Chopin, joué non pas avec une perfection technique, mais avec un sentiment calme et poignant qui la fit s'arrêter dans le corridor et presser sa main contre le mur. Quand la musique cessa et qu'elle entra dans la pièce, il refermait le couvercle avec l'air légèrement gêné d'un homme surpris dans quelque chose de privé. « Vous jouez magnifiquement, dit-elle. Je joue passablement. Ma mère jouait magnifiquement. J'ai passé 20 ans à essayer d'égaler son jeu sans y parvenir. Parlez-moi d'elle. » Il fut silencieux un long moment. Ils étaient dans le salon de musique, un espace petit et élégant aux murs de damas vert avec vue sur le jardin, plus chaleureux et moins formel que la bibliothèque. Il était assis au banc du piano. Elle s'assit dans le fauteuil à côté. La distance entre eux était moindre que la longueur d'un bras. « Elle est morte quand j'avais 19 ans, dit-il, une fièvre. Elle l'a emportée en 3 jours. J'étais à son chevet quand elle est morte, lui tenant la main. » Il marqua une pause. Je tenais sa main, et puis je ne la tenais plus, et la différence entre ces deux états, la main qui serrait en retour et celle qui ne serrait plus, cette différence est la plus vaste chose au monde. Séraphine ne parla point. Elle comprit que ce n'était pas un moment pour les mots, mais pour la présence. Pour le simple fait d'être dans la pièce, tandis qu'il disait quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais prononcé à voix haute. « Après sa mort, j'ai construit quelque chose, poursuivit-il. Une structure, un système. J'ai fait de moi une personne qu'on ne pouvait atteindre, parce qu'être atteint signifiait être blessé, et j'avais décidé que je ne serais plus jamais blessé de cette manière. » Il la regarda. Le masque était mince. Elle pouvait voir à travers jusqu'au chagrin en dessous, un vieux chagrin, poli par les années, mais toujours présent, toujours lourd. J'ai maintenu cette structure pendant 13 ans, et elle fonctionnait. Parfaitement. Jusqu'à ce que je vous voie à la salle Ventadour, pleurant devant du Verdi, et la structure a cessé de fonctionner. Elle tendit la main et posa ses doigts sur les siens. Sur le banc du piano, entre eux, ses doigts recouvrant les siens. Il se figea. Il regarda leurs mains comme si la vue de sa peau contre la sienne eût été quelque chose qu'il avait besoin de mémoriser. « Vous gardez ces gants, dit-elle doucement. Il leva les yeux. « Comment le savez-vous ? » Madame Fontaine. Elle m'a dit que votre mère avait été sa plus proche amie pendant 30 ans. Oui, je garde les gants dans le tiroir de mon bureau. Non comme un sanctuaire, comme un rappel. De quoi? De ce que l'on ressent quand on aime quelqu'un, afin de reconnaître le sentiment s'il revenait un jour. Il retourna sa paume. Leurs doigts s'entrelacèrent. Ils restèrent ensemble dans le salon de musique au mur de damas vert, tandis que la lumière hivernale déclinait au dehors et que la maison se posait dans sa quiétude du soir.
Et aucun d'eux ne parla, et aucun d'eux ne bougea, et cela suffisait. Et pourtant, cela ne suffisait point. Car ce que Séraphine sentait croître en elle n'était point du contentement, mais de la faim, et cette faim l'effrayait plus que la vulnérabilité, car la faim impliquait le besoin, et le besoin impliquait la dépendance, et la dépendance, dans son expérience, était le premier pas vers la destruction. Elle en fut le plus aiguement consciente 2 jours plus tard, dans la bibliothèque de la résidence du Faubourg Saint-Honoré. Elle examinait la collection de volumes d'histoire naturelle du duc, une étagère qu'elle n'avait pas encore explorée, quand elle s'étira pour atteindre un livre sur une étagère haute et manqua d'équilibre. Il fut derrière elle instantanément, sa main attrapant son coude, la stabilisant, la longueur entière de son corps soudain assez proche pour qu'elle sentît sa chaleur à travers la laine de son manteau et le coton de sa robe. Elle ne tomba point. Sa prise était ferme et précise. Mais il ne la relâcha pas immédiatement. Ils restèrent ainsi, sa main sur son coude, son dos effleurant presque sa poitrine, la bibliothèque silencieuse hormis le feu et le son de leur respiration. Et l'air entre eux changea, s'épaissit, se chargea de quelque chose qui s'était construit pendant des semaines sous les conversations mesurées, les distances calculées et la chorégraphie élaborée de la cour. Elle sentait son souffle contre sa nuque, sa chaleur, sa régularité, quoique pas tout à fait aussi régulière qu'un instant auparavant. « Le livre que vous cherchez, dit-il. » Sa voix était plus basse que d'habitude, plus rauque. « Il est à gauche. » Elle ne bougea pas, lui non plus. Séraphine. Son prénom dans sa bouche n'était pas un mot, mais un avertissement, adressé à lui-même, comprit-elle. Un rappel de la retenue qu'il s'était imposée, de la distance mesurée, de la promesse de la laisser fixer le rythme. Il tenait cette promesse comme un homme tient une corde qui s'effiloche, à 2 mains, avec un effort visible, avec la pleine conscience que cet effort lui coûtait quelque chose de considérable. Elle tourna la tête. Juste assez pour voir son visage du coin de l'œil. Sa mâchoire était serrée, ses yeux étaient au sombre, et sa main sur son coude n'avait pas bougé, mais son pouce traçait un petit cercle involontaire sur l'intérieur de son bras, et elle ne pensait pas qu'il sût qu'il le faisait. « Le livre » dit-elle. Sa voix n'était pas tout à fait assurée. « Oui, je crois que vous devriez me l'attraper. Parce que si je tends le bras de nouveau, je vais perdre l'équilibre de nouveau, et je ne me fais pas confiance pour rester aussi proche de vous en conservant ma contenance. » Sa main se serra sur son coude, brièvement. Puis il la relâcha, leva le bras, prit le livre et le lui plaça dans les mains. Lorsque leurs doigts se touchèrent autour du dos du volume, ni l'un ni l'autre ne retira sa main un battement trop long. « Votre contenance, dit-il, a été le seul et plus grand obstacle à mon bonheur ces 5 derniers mois. » Elle rit, un son haletant, surpris, et se retira vers le fauteuil, près du feu, avec le livre pressé contre sa poitrine, comme un bouclier. Et le duc demeura là où elle l'avait laissé, près de l'étagère, avec l'expression d'un homme qui venait de survivre à quelque chose par la marge la plus étroite possible. Ce fut au cours de la 3e semaine de décembre que Delphine de la Cour reçut la nouvelle qui allait tout changer. Le duc de Lévis-Mirepoix, l'homme dont la demande en mariage, Delphine avait poursuivi pendant 2 saisons, dont la fortune devait être le salut du nom de la cour, fit savoir par l'entremise de son avoué que les négociations étaient suspendues indéfiniment. La raison n'était point formellement énoncée. Mais Delphine connaissait la raison, car c'était le seul sujet dont on discuta dans tout Paris. Sa sœur cadette était courtisée par le duc de Vauclair, et le spectacle de l'hôtel de ville, le pari, l'humiliation, l'intervention dramatique du duc, avait fait du nom de la cour le synonyme non plus d'élégance, mais de scandale. Delphine reçut la nouvelle seule dans le salon, debout près de la fenêtre, donnant sur la rue de Grenelle. Elle lut la lettre de l'avoué une fois, puis une deuxième, puis une troisième, comme si la répétition eût pu en altérer les mots. Puis elle plia la lettre, la posa sur la table et pressa ses mains contre la vitre jusqu'à ce que le froid engourdît ses doigts. Elle avait 24 ans. Elle avait été élevée dans un but unique, être belle, être choisie, bien se marier et restaurer la position de la famille. Elle avait satisfait à chaque exigence, les robes de Worth, le rire parfait, les bons hommes charmés aux bons événements. Et maintenant, sans qu'elle eût failli en rien, par le simple et cruel accident que sa sœur invisible eût attiré l'attention d'un duc plus puissant, son but avait été rendu caduc.
Delphine ne haïssait point Séraphine. Le sentiment était plus complexe que la haine. C'était l'angoisse particulière d'une femme qui avait joué le jeu à la perfection et avait perdu face à quelqu'un qui ne jouait même pas. Quand la lettre de la marquise de Sorigny arriva 2 jours plus tard, parfumée, soigneusement formulée, une invitation à partager des informations susceptibles d'éclairer les véritables circonstances de la famille de la cour. Delphine la lut 3 fois. Elle comprit ce qu'on lui demandait. Elle comprit le prix. Et elle comprit, avec une clarté aiguisée par le désespoir, que ses choix s'étaient réduits à 2. Regarder Séraphine s'élever vers une vie de richesse et de sécurité, tandis qu'elle-même serait laissée derrière, ou agir. Elle répondit dans l'heure. Elle dit tout à la marquise. Les dettes, la maison hypothéquée, les domaines loués, les mines d'argent mexicaines. Chaque détail humiliant de la ruine des Delacour, étalé dans son écriture élégante et penchée, scellée à la cire et expédiée par messager privé. Elle se dit que c'était de la survie. Elle le crut presque. Madame Fontaine apporta l'avertissement par un après-midi froid, 3 semaines avant le bal d'hiver de la comtesse de Beauharnais. La marquise projette d'exposer la faillite de votre famille publiquement, dit Madame Fontaine, sa canne frappant le sol du petit salon de Séraphine avec une force inhabituelle. Elle compte le faire au bal de la Beauharnais, devant chaque nom important de Paris. Elle compte vous présenter comme une chasseuse de fortune qui a manipulé la compassion du duc. Séraphine blêmit. Comment connaît-elle les détails précis? Papa a dissimulé. Elle s'arrêta. Madame Fontaine la regarda arriver à la réponse. Delphine, murmura Séraphine, votre sœur correspond avec la marquise depuis fin novembre. La femme de chambre de la marquise l'a confirmé. La femme est portée sur le cognac et indiscrète quand on lui en fournit. La voix de Madame Fontaine était douce mais impitoyable. Delphine a tout fourni. Les dettes, l'hypothèque, les montants. Elle l'a fait parce que les négociations avec Lévy-Mirepoix se sont effondrées, et elle a imputé votre visibilité à la destruction de ses propres perspectives. La pièce sembla se contracter autour d'elle. Séraphine agrippa les accoudoirs de son fauteuil et sentit le tissu usé sous ses doigts et essaya de respirer. Sa sœur, son propre sang avait armé la femme qui l'avait déjà humiliée une fois et se préparait maintenant à recommencer, plus complètement, plus publiquement et avec des preuves qu'on ne pourrait nier. Elle se souvint de Delphine debout dans l'embrasure de sa porte des semaines auparavant, disant « Il vous détruira ». Non pas un avertissement, une justification préventive, des mots prononcés afin que, lorsque la destruction viendrait, Delphine pût se dire qu'elle avait essayé d'intervenir. « Je dois le dire au duc, dit Séraphine. En effet, et Séraphine, il faut que vous entendiez ceci. J'observe Bastien Montargis depuis qu'il est enfant. Je connaissais sa mère. Ce que cet homme éprouve pour vous n'est pas de la stratégie. C'est ce qu'il y a de plus honnête en lui. Ne laissez pas la trahison de votre sœur vous persuader que vous n'en êtes pas digne. » Elle le lui dit ce soir-là, dans la bibliothèque de la résidence du Faubourg Saint-Honoré. Elle lui raconta tout. Les dettes, le plan de la marquise, et Delphine. Elle parla de Delphine en dernier parce que c'était le plus difficile et parce que le dire à voix haute transformait la blessure privée en quelque chose de permanent. Le duc écouta sans interrompre, debout près de la cheminée, une main sur le manteau de marbre. Quand elle eut terminé, le silence s'étira longuement. « Vous connaissiez les dettes, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je les connais depuis avant l'hôtel de ville. J'ai acquis 8 des créances de votre père il y a 3 mois. La famille ne doit plus rien à aucun créancier, excepté à moi. Vous ne me l'avez pas dit. Je ne voulais pas que votre confiance fût façonnée par l'obligation. Je voulais que vous me fassiez confiance pour ce que je suis, non pour ce que je pouvais faire pour vous. Et Delphine ? Une pause. Je soupçonnais. Je n'avais pas de preuves. Vous soupçonniez et n'avez rien dit. Sa main se serra sur le manteau de marbre. Les jointures blanchirent. Oui, j'ai décidé ce que vous pouviez supporter de savoir et j'ai eu tort de le faire. Vous ne pouvez me protéger de tout, surtout pas de la vérité. Si vous me cachez des choses, même pour m'épargner, vous faites ce que fait mon père. Prendre des décisions concernant ma vie sans mon consentement. La comparaison le frappa comme un coup. Il se détourna, vers le feu, vers les étagères, et elle vit le duc en conflit véritable avec lui-même. La partie qui avait besoin de contrôle en guerre contre celle qui comprenait qu'elle avait raison. « Vous avez raison,
dit-il enfin. Cela ne se reproduira plus. Je vous crois. Elle prit une inspiration. Et j'ai besoin que vous me laissiez partir. Il se retourna. Pardon? Je quitte Paris. Je vais en Touraine. L'ancien domaine. Si je ne suis pas au bal, la révélation de la marquise perça. Non. Le mot ne fut pas fort. Mais il portait une force qui l'arrêta au milieu de sa phrase. Non, répéta-t-il. Il traversa la pièce vers elle, et pour la première fois, elle vit le loup non comme un personnage stratégique, mais comme quelque chose de plus ancien et de plus élémentaire, le noyau brut, ingouvernable, d'un homme qui avait perdu quelqu'un une fois et avait structuré toute son existence autour de l'idée de ne plus jamais perdre quelqu'un. Vous ne partez pas. Vous n'allez pas en Touraine seul. Et vous ne vous retirez pas de ma vie pour m'épargner un scandale. Pour briser le schéma. Chaque personne proche de moi, le schéma, ce n'est pas vous. Sa voix se brisa. Une petite fissure, une fracture dans des fondations construites pour résister à tout, mais elle l'entendit. Le schéma, c'est que vous avez été entouré de gens trop petits, trop égoïstes et trop cruels pour vous mériter. Et vous en avez conclu que la faute était en vous plutôt qu'en eux. Cette conclusion est fausse, Séraphine. C'est la chose la plus fausse que je vous ai jamais entendu dire. Ses mains tremblaient. Les mains du duc de Vauclair, les mains parfaitement immobiles lors du démantèlement d'un financier, lors d'une valse devant 300 personnes, lors du contrôle d'empire d'information, tremblaient à ses côtés. « Si vous allez en Touraine, dit-il, je vous suivrai. Non pour vous contraindre, parce que je ne puis faire autrement. J'ai essayé pendant 5 mois d'être patient, mesuré et stratégique, et j'ai été tout cela. Et rien de cela n'a d'importance, parce que la vérité est que je ne suis pas le loup quand il s'agit de vous. Je ne suis qu'un homme qui ne peut supporter la pensée de vous savoir debout, seul, dans un cottage de Touraine, croyant que vous ne méritez pas que l'on se tienne à vos côtés. » La pièce se brouilla. Elle cligna des yeux et sentit la chaleur des larmes sur ses joues, les premières qu'elle versait devant lui. « Je suis si lasse, murmura-t-elle, de devoir être courageuse face à tout cela. » Il combla la distance. Ses bras se refermèrent sur elle, non avec la retenue soigneusement calibrée qu'elle avait appris à attendre, mais avec quelque chose d'incontrôlé. Quelque chose qui lui disait tout du coup des 5 derniers mois. Elle pressa son visage contre sa poitrine et sentit le martèlement de son cœur à travers le tissu de son manteau. Rapide, désespéré, entièrement humain. « Alors cessez d'être courageuse, dit-il dans ses cheveux. Soyez en colère. Soyez terrifiée. Soyez tout ce que vous avez besoin d'être. Mais ne partez pas. » Elle ne partit pas. Elle resta dans ses bras dans la bibliothèque éclairée par le feu, tandis que l'obscurité hivernale pressait contre les fenêtres, et elle pleura. Non les larmes décoratives d'un salon, mais de vraies larmes, laides et brûlantes et impossibles à arrêter. Et il la tint à travers tout cela sans parler, sans réparer, sans rien faire d'autre qu'être présent et solide, et refuser de la lâcher. Quand les larmes cessèrent, elle recula et le regarda. Son manteau était humide. Sa cravate était ruinée. Son visage était à vif. « Le bal de la Beauharnais, dit-elle. Nous y allons ensemble. » « Oui. » « Et la marquise ?» L'ombre d'un sourire, non pas chaleureux, non pas bienveillant, mais précis, patient et absolument mortel, traversa son visage. La marquise a commis une erreur critique. Elle a préparé son attaque en supposant que je ne serais pas prêt. Je suis prêt depuis 4 mois. Qu'allez-vous faire? Je vais me tenir dans cette salle de bal à vos côtés, et je vais la démanteler devant chaque personne qu'elle a jamais intimidée. Et quand ce sera terminé, plus personne à Paris n'utilisera jamais votre nom comme une arme. Le bal d'hiver à l'hôtel de Beauharnais était l'apogée de la saison mondaine, 300 invités, un orchestre venu de Vienne, un souper préparé par le chef personnel de la comtesse. L'hôtel particulier lui-même était un chef-d'œuvre d'architecture empire sur la rue de Lille. Sa façade ornée de motifs égyptiens, rappelant les campagnes de Napoléon et ses intérieurs, dotés d'une grandeur qui murmurait, avec l'understatement aristocratique, des ressources sans limite. Une invitation au bal d'hiver de la comtesse n'était point une politesse mondaine, mais un recensement de pertinence. La marquise de Sorigny arriva tôt. Elle portait du cramoisi, confiance et agression. Sa cour l'entourait. Elle évolua à travers les pièces avec le pas assuré d'une femme tenant la carte maîtresse.
Séraphine arriva au bras du duc de Vauclair. Elle portait du bleu profond, ni marine, ni royale, mais la teinte exacte du ciel, juste après le coucher du soleil, quand la dernière lumière est presque éteinte, mais refuse de s'abandonner. La casse-robe avait été commandée par le duc à Worth lui-même. Séraphine avait résisté. « Je ne suis pas une poupée que l'on habille », avait-elle dit, et il avait répondu « Vous ne l'êtes point. Vous êtes une femme qui marche au combat, et ceci est votre armure. » Elle avait accepté à ces conditions. La salle réagit avec l'attention contenue et recalibrée que le duc commandait où qu'il allât. Mais ce soir, il y avait un courant supplémentaire, une conscience collective que le véritable drame de la soirée n'avait pas encore commencé. La première heure passa. Le duc dansa avec Séraphine, une fois lentement. Il conversa avec le ministre des Finances. Il complimenta les rénovations de la comtesse. Il avait, en apparence, l'air parfaitement détendu. Séraphine savait la vérité. Elle sentait la tension dans son bras. Elle voyait son regard suivre les mouvements de la marquise avec la patience d'un prédateur calculant le moment de son approche. À 10 heures et demie, la marquise fit son mouvement. Elle se positionna près du centre de la salle de bal, entourée de la duchesse de Gramont, de la comtesse de Flavigny et d'une douzaine de femmes d'influence significative. Elle haussa la voix, non pas un cri, mais la projection étudiée et portante d'une femme habituée à commander l'attention. « Il est devenu à mon attention, commença la marquise, que certaines familles parmi nous ont maintenu des apparences bien au-delà de leurs moyens, des dettes dissimulées, des domaines perdus, des fortunes gaspillées dans de hasardeuses spéculations étrangères. » La salle commença à se taire. Je parle de la famille Delacour. Chaque regard trouva Séraphine. Les investissements du comte de Delacour dans l'affaire mexicaine ont laissé sa famille en faillite. Sa maison est hypothéquée. Ses domaines sont loués. Les robes de ses filles sont payées avec de l'argent emprunté. Le regard de la marquise trouva Séraphine avec la satisfaction d'un tireur verrouillant sa cible. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur le hasard remarquable de l'attachement soudain d'une certaine jeune femme au duc le plus riche de France. Le désespoir, semblerait-il, peut être impuissant. Marquise de Sorigny. La voix du duc trancha la pièce comme une lame fend la soie. Il ne l'éleva pas. Il n'en avait nul besoin. Quand le loup de Vauclair parlait, les gens écoutaient, non parce qu'il était sonore, mais parce que les conséquences de ne pas écouter étaient bas comprises de chaque personne présente. Il libéra le bras de Séraphine. Il fit un pas en avant. La foule s'ouvrit. « Je vous suis reconnaissant, dit-il, de votre sollicitude concernant la situation financière de la femme que j'ai l'intention d'épouser. » Le mot « épouser » détonna dans le silence comme un coup de canon. Le sourire de la marquise tint, mais Séraphine, qui observait attentivement, vit la première, fissure. Cependant, poursuivit le duc, d'une voix aussi calme et mesurée que celle d'un homme lisant une table de marée, puisque vous avez choisi ce soir de discuter des affaires financières privées d'autrui, il me semble approprié de discuter des vôtres. La fissure s'élargit. Le duc ne produisit aucun document. Il n'avait nul besoin d'accessoires. Il parla de mémoire, avec la précision d'un homme qui avait passé des mois à assembler son dossier et pouvait en réciter chaque détail comme un prêtre récite les Écritures. Il y a 3 ans, vous avez emprunté 140 000 francs à la banque Rothschild pour couvrir des dettes de jeu contractées par feu votre époux, des dettes dont vous avez publiquement nié l'existence. Vous avez garanti cet emprunt en utilisant les saphirs de Sorigny comme nantissement. Les mêmes saphirs que vous portez ce soir. Il marqua une pause. Laissa la salle regarder les saphirs. Laissa la salle comprendre. Au terme de cet emprunt que vous n'avez point remboursé, les saphirs sont techniquement la propriété de la banque. Vous portez des bijoux empruntés à un bal où vous aviez l'intention d'accuser une autre femme de vivre au-dessus de ses moyens. La couleur quitta le visage de la marquise par étapes, d'abord les joues, puis les lèvres, puis la gorge au-dessus des saphirs. De plus, poursuivit le duc, je suis en possession d'une correspondance entre vous et le vicomte de Pressac, datée du 14 septembre, dans laquelle vous proposez le pari concernant mademoiselle Delacour. Les lettres établissent que ce pari était prémédité, que vous avez spécifiquement ciblé une femme que vous considériez sans défense, pour le crime de vous avoir corrigé à propos d'une attribution erronée de Voltaire lors d'un salon il y a 2 ans.
Un murmure parcourut l'assemblée. Non pas de la stupeur, de la reconnaissance. Les motivations mesquines de la marquise, longtemps soupçonnées, étaient à présent confirmées. Des copies de ces documents ont été déposées auprès de mon avoué et au bureau de la Gazette des tribunaux, dit le duc. Si vous souhaitez poursuivre votre campagne contre mademoiselle de la Cour, ou contester la véracité de quoi que ce soit que j'ai dit ce soir, vous y êtes la bienvenue. Les documents seront mis à la disposition de quiconque s'en enquérera. Il marqua une pause. Le silence était total. Quant aux finances de la Cour, vous avez raison de dire que la famille a connu des difficultés. Ces difficultés sont résolues. J'ai acquis l'intégralité des créances du comte de Delacour il y a 2 mois. La famille ne doit rien à aucun créancier, excepté à moi. Et je n'ai aucune intention de percevoir. Il regarda la marquise droit dans les yeux. Son regard était ferme, sombre, parfaitement dénué de colère. C'était l'élément le plus dévastateur, l'absence d'émotion. Il ne l'attaquait point par rage ni par orgueil blessé. Il la supprimait simplement comme un chirurgien excise une tumeur, calmement, complètement et sans sentiment personnel. « J'ai confiance, dit-il, que ceci conclut les divulgations financières de la soirée. » La marquise de Sorigny se tint au centre de la salle de bal de l'hôtel de Beauharnais, entourée de 300 membres de l'élite parisienne, dépouillée de son arme, exposée dans ses dettes et ses machinations, portant des saphirs qui n'étaient point les siens autour d'une gorge qui ne pouvait produire un seul mot. Sa bouche s'ouvrit, se referma. La robe cramoisie qui avait signifié la puissance ressemblait à présent à une blessure. Elle se tourna et quitta la salle sans un mot. Dans la semaine qui suivit, elle se retira dans sa propriété de campagne dans la vallée de la Loire. Elle ne reviendrait pas à Paris avant 2 ans. Quand elle revint, son pouvoir avait disparu, non détruit, mais évaporé, de la même manière que la brume matinale se dissipe quand le soleil atteint une certaine hauteur. Personne ne pouvait désigner le moment exact de sa disparition. Il n'était simplement plus là. Le vicomte de Pressac, dont la participation écrite au pari était désormais confirmée, constata que sa route vers la sortie était bloquée par l'avoué du duc, maître d'Aubray, qui expliquait déjà les termes d'un arrangement au père blême du vicomte. Retrait volontaire de la société pour 2 ans, résidence au domaine familial en Picardie, et une lettre écrite d'excuses à mademoiselle de la Cour. Le vicomte choisit la Picardie. Et à travers tout cela, le démantèlement de la marquise, l'exil du vicomte, Séraphine se tint exactement là où elle était. Elle ne parla point, elle n'en avait nul besoin. L'homme le plus craint de France venait de mettre le feu à la salle pour elle et qualifiait la chose de soirée raisonnable. Mais ce fut l'acte suivant de Séraphine dont on se souviendrait le plus longtemps. Elle trouva Delphine. Sa sœur se tenait près du mur du fond, le teint gris, tremblante, agrippant le dossier d'une chaise dorée, comme si c'eût été la seule chose la maintenant debout. Les remarques du duc avaient mentionné la correspondance avec la marquise sans nommer Delphine directement. Le cadrage était généreux, positionnant Delphine comme une source manipulée par la marquise plutôt qu'une traîtresse volontaire. Mais Delphine savait ce qu'elle avait fait. Et cette connaissance était inscrite sur son visage. Séraphine se tint devant sa sœur. La salle qui avait observé le duc les observa à présent. « Viens », dit Séraphine doucement. Elle tendit la main. Delphine la fixa. Ses yeux étaient humides. Ses lèvres tremblaient. « Je ne... » murmura Delphine. « Je ne mérite pas... »« Je sais, » dit Séraphine. « Viens quand même. » Delphine prit sa main. Séraphine la conduisit à travers une porte, latérale dans un corridor tranquille où la lumière du gaz était tamisée et la musique assourdie et où personne ne jouait pour personne. Elles se tinrent dans le corridor. La main de Delphine était froide dans la sienne. « Je ne vais pas te pardonner ce soir, » dit Séraphine. « Je ne te pardonnerai peut-être pas avant longtemps. Ce que tu as fait prendra du temps. » Delphine hocha la tête. Les larmes coulaient librement sur ses joues. « Mais tu es ma sœur, et je sais pourquoi tu l'as fait. Et je choisis de ne pas laisser ceci être la fin de nous, parce que l'alternative serait de devenir le genre de personne qui tient les comptes, et cela, je le refuse. Je refuse de laisser la marquise, ou papa, ou qui que ce soit, me transformer en quelqu'un qui abandonne les gens qu'elle aime. » La contenance de Delphine se brisa entièrement. Elle pressa son visage dans ses mains et pleura. Non les larmes élégantes d'un salon, mais les larmes brutes, laides,
ingouvernable. Et Séraphine se tint à ses côtés dans le corridor obscur et ne la toucha pas et ne partit pas, parce que la présence, elle l'avait appris, était parfois la forme d'amour la plus honnête. Dans les semaines qui suivirent, le paysage se réarrangea. La marquise avait disparu. Le vicomte était exilé. Et le comte de Delacour, confronté à la réalité que ses dettes étaient désormais détenues par l'homme le plus dangereux de Paris, se retira dans un silence morne et diminué. Il ne menaça plus Séraphine. Il ne mentionna plus le marquis de Sauveterre. Mais il ne reconnut pas non plus ce que sa fille cadette avait accompli. Le salut de son nom, la résolution de ses dettes, l'élévation de la famille qu'il avait tout fait pour détruire. Il évoluait dans sa propre maison comme un fantôme hantant le théâtre de ses échecs. Ce fut Séraphine qui le confronta. Non au bal, cette scène appartenait à la marquise, mais 2 jours plus tard, dans le cabinet du comte, où le cognac s'épuisait et le feu s'était consumé jusqu'aux braises parce que le comte avait cessé d'appeler les domestiques pour l'entretenir. Elle entra sans frapper. Le comte leva les yeux de son bureau, où il fixait le vide, avec le regard brouillé et déconnecté d'un homme qui buvait depuis le matin. « L'avoué du duc a livré des documents aujourd'hui, » dit Séraphine. Elle posa un dossier sur le bureau. « Vos dettes ont été formellement annulées, toutes. L'hypothèque, les emprunts, les billets personnels. Vous ne devez plus rien. » Le comte regarda le dossier. Il ne l'ouvrit pas. « Vous devez savoir, » poursuivit Séraphine, « que je ne lui ai pas demandé de faire cela. Il l'a fait parce que les dettes étaient une arme et qu'il ne laisse point les armes dans les mains d'autrui quand elles peuvent être dans les siennes. Mais l'effet est le même. Vous êtes libre. La maison est de nouveau à vous. Le nom est intact. » Le comte ne dit rien. « Vous ne me remercierez pas, » dit Séraphine. « Je ne m'y attends pas. Mais il faut que vous entendiez ceci, papa, car je n'ai pas l'intention de le répéter. » Elle se pencha en avant, les mains à plat sur le bureau, et plongea son regard dans les yeux rougis de son père avec une fermeté qu'elle n'avait pas su posséder avant cet instant. « Vous m'avez traité comme si je n'avais aucune valeur. Vous m'avez vêtu de retouches et amené aux événements comme une note de bas de page et menacé de me vendre à un homme qui a tué sa femme. Et malgré tout cela, c'est moi qui vous ai sauvé. Pas Delphine, pas le vicomte. Pas aucun des brillants investissements pour lesquels vous avez détruit nos vies. Moi, la fille dont vous ne pouviez même pas vous donner la peine de vous souvenir. » La lèvre inférieure du comte trembla. Ses yeux étaient vitreux, non de cognac, mais de quelque chose de plus ancien et de plus douloureux. « Je veux que vous viviez avec cela, » dit Séraphine, « aussi longtemps qu'il le faudra. » Elle quitta le cabinet. Elle ferma la porte derrière elle. Et le comte de Delacour demeura seul dans la pièce froide, avec ses dettes annulées et son feu mort et le poids complet, écrasant, de ce que sa fille cadette était devenue en dépit de lui. Il ne parlerait jamais de cette conversation. Mais à compter de ce jour, quelque chose changea dans son maintien. Un léger voussement des épaules, une hésitation nouvelle dans sa voix quand il s'adressait à Séraphine. La déférence involontaire d'un homme à qui l'on a montré, clairement et sans pitié, les dimensions exactes de sa propre faillite. Delphine écrivit 3 semaines après le bal. La lettre était courte, hésitante, pas tout à fait des excuses, mais quelque chose d'adjacent, l'équivalent écrit d'une main tendue dans le noir. J'avais tort à son sujet. J'avais tort à ton sujet. Je ne sais pas si cela peut être pardonné, mais je voulais que tu saches que je le sais. Séraphine répondit le jour même. Viens dîner jeudi, n'apporte rien. Viens, c'est tout. Le dîner fut maladroit. La conversation cala 2 fois. Madame Fontaine, invitée comme tampon diplomatique, les guida à travers les silences avec un savoir-faire exercé. Mais c'était un commencement. Et les commencements, Séraphine l'apprenait, étaient les choses qui importèrent le plus. À travers l'hiver et les premiers frémissements du printemps, la cour se poursuivit, bien que le mot « cour » semblât désormais inadéquat. C'était gravitationnel, inévitable. 2 orbites convergeant à une vitesse trop lente pour être vues et trop puissante pour être contrariées. Ils se querellèrent à propos de Balzac, ils défendaient le père Goriot. Elle soutenait Eugénie Grandet. Ils débattirent de Haussmann, il admirait l'efficacité. Elle pleurait les quartiers médiévaux démolis pour les boulevards. Ils marchèrent dans le bois de Boulogne sous la neige et,
Elle lui parla des fleurs qu'elle étudierait au printemps, et il écouta avec une attention qui semblait une cathédrale, vaste, silencieuse, sacrée. Et un soir de février, dans la bibliothèque de la résidence du Faubourg Saint-Honoré, elle trouva le livre, le Balzac, l'édition originale Furne, celui qu'elle avait tenu dans la librairie de la rue de l'Odéon et reposé parce qu'elle ne pouvait se le permettre. Il lui avait dit l'avoir acheté. Il avait dit ne pas l'avoir lu. Il avait menti. Le livre était sur l'étagère à côté de son bureau, à portée de bras de son fauteuil de lecture. Le dos en était usé. Les pages étaient annotées de sa main précise et anguleuse. Des notes dans les marges, des questions, des observations, des passages soulignés et recoupés dans un système de notation si rigoureux qu'il ressemblait à un travail d'érudit. Il l'avait lu. Non pas une fois, mais de nombreuses. Il avait étudié son livre avec la même attention implacable et obsessionnelle qu'il apportait à tout ce qui comptait pour lui. Elle tint le livre entre ses mains et sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine, non pas douloureusement, mais complètement, comme une porte qu'elle avait oublié contenir une pièce derrière elle. Elle le trouva dans le cabinet. Il était à son bureau, lisant une lettre, et quand elle entra tenant le Balzac, il leva les yeux et se figea. Elle brandit le livre. « Vous aviez dit ne pas l'avoir lu. J'ai menti. Combien de fois? 7. 7. Vous aimez ce livre. Je voulais comprendre pourquoi. » Il marqua une pause. « Vous aviez raison d'ailleurs. Eugénie Grandet est le roman supérieur. Je n'irai l'avoir dit en toutes circonstances. » Elle traversa la pièce. Elle se tint devant lui. Elle posa sa main contre sa poitrine, sur son cœur, et sentit le battement régulier et puissant sous sa paume. Bastien. Il ferma les yeux. Le son de son nom dans sa voix semblait le frapper physiquement, chaque fois, sans exception, comme si le mécanisme qu'il avait construit pour survivre au monde contenait un défaut ayant précisément la forme de sa voix, prononçant son nom. « Demandez-moi, dit-elle. »« Vous demandez quoi ?»« La question. » Il ouvrit les yeux. Le masque avait disparu. Le loup avait disparu. Bastien Montargis se tenait devant elle dans le cabinet éclairé par le feu de sa demeure ancestrale, et ses yeux étaient brillants, et sa mâchoire était serrée, et les mains qui avaient été parfaitement immobiles durant le démantèlement d'un financier et la ruine d'une marquise tremblaient. « Voulez-vous de moi ?» demanda-t-il. « Pas du titre. Pas de la fortune. Pas de la protection. De moi. L'homme qui a acheté un livre parce que vous le désiriez et l'a ensuite lu 7 fois pour essayer de comprendre pourquoi vous l'aimiez. L'homme qui a un traité sur les dahlias à son chevet parce que vous aimez les dahlias et que j'avais besoin de savoir ce que vous savez. L'homme qui était assis devant l'opéra en septembre à vous regarder donner vos gants à une inconnue en se disant « Elle est la personne la plus extraordinaire qui existe et elle l'ignore. Et s'il me faut le reste de ma vie, je vais le lui faire voir. » Elle se haussa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Le baiser ne fut pas doux. Il ne fut pas le contact chaste et convenu que la cour aristocratique prescrivait. Ce furent ses mains tirant son visage vers le sien et ses bras se refermant autour d'elle avec une force qui lui dit tout du coup de sa retenue. Des mois de patience, des mois de distance, des mois à observer de l'autre côté des salles et des loges d'opéra et des allées de jardin, tout comprimé dans la réalité désespérée et consumante de sa bouche contre la sienne. Ses mains étaient dans ses cheveux. Son dos était contre le bord du bureau. Le feu crépitait. La ville continuait sans eux. Quand ils se séparèrent, son front reposa contre le sien, son souffle haletant. C'était la première fois qu'elle voyait le duc de Vauclair perdre le contrôle de quoi que ce fût. « Je prendrai cela pour un oui, dit-il. Cela devait toujours être oui, murmura-t-elle. J'avais simplement besoin de le trouver par moi-même. » Ils se marièrent au printemps à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, non pour le prestige, mais parce que Séraphine avait mentionné un jour, au cours d'une promenade en voiture, que les vitraux de la cathédrale étaient beaux dans la lumière du matin. Il s'en était souvenu. Il se souvenait toujours. Madame Fontaine assista en dentelle de Chantilly et pleura ouvertement, et dit à quiconque voulait l'entendre que la vieille duchesse de Vauclair eût adoré cette jeune femme et que la seule tristesse du jour était son absence. Delphine vint. Elle se tint discrètement au fond de la cathédrale. Après la cérémonie, dans la lumière du printemps, elle s'approcha de sa sœur et dit simplement « Tu as l'air d'être toi-même. »
C'était la chose la plus généreuse que Delphine eût jamais dite. Séraphine prit sa main, la tint un instant et la lâcha. Elle reconstruirait. Cela prendrait des années. Mais la première pierre avait été posée. Le matin du mariage, le duc avait fait quelque chose sans précédent. En vertu du Code Napoléon, l'identité juridique de Séraphine était désormais subsumée dans celle de son époux. Ses biens, ses contrats, sa capacité à agir en son nom propre, tout plié dans le patrimoine montargis. C'était la loi. Ce n'était point optionnel. Mais le duc, avant la cérémonie, avait signé un document rédigé par son avoué et contresigné par Madame Fontaine, une fiducie privée au nom de Séraphine, dotée de capitaux provenant des avoirs montargis, contrôlés entièrement par elle. Son propre argent, ses propres investissements, ses propres décisions. Ce n'était point juridiquement, contraignant de la manière dont un instrument moderne l'eût été, le code ne le permettait pas. Mais c'était une promesse, couchée à l'encre et contresignée, et le duc avait dit en la signant « La loi dit que vous m'appartenez. Je dis que vous vous appartenez à vous-même. Ma parole tient plus longtemps qu'aucune loi. » Le dénouement n'appartenait à aucun public. Il survint un matin de juin au château de Vauclair sur la côte normande. Séraphine se tenait sur la terrasse de pierre au-dessus de la mer. Le vent de l'aube portait le sel et le parfum des roses sauvages qui croissaient le long du sentier de la falaise. Et en contrebas, les vagues se brisaient contre des rochers blancs de craie dans un rythme plus ancien que le château, plus ancien que le duché, plus ancien que la France elle-même. Elle entendit son pas derrière elle. Elle ne se retourna point. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait le son de ses pas comme elle connaissait la mer. Constant, puissant, à elle. Il vint se tenir à ses côtés. Sa main trouva la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent. Elle tenait un petit carnet relié de cuir dans l'autre main. Elle avait dessiné les roses de la falaise, leur structure, la spirale de leurs pétales, la façon dont elles se tournaient vers la lumière. Il regarda le carnet. Il la regarda. Le soleil du matin attrapa le gris de ses yeux et le changea en argent. Et ses cheveux sombres se soulevaient dans le vent, et elle ne portait ni soie, ni worth, ni parure empruntée. Elle portait du lin, et ses pieds étaient nus sur la pierre froide. Et elle était la chose la plus réelle qu'il eût jamais vue. Elle ferma le carnet. Elle se tourna vers lui. Elle posa sa main contre sa poitrine, sur son cœur, le geste qui était devenu leur langage privé, sa manière à elle de dire « Je te vois, tout entier, le loup et l'homme et le garçon qui a perdu sa mère, et je ne détourne pas le regard. J'ai passé toute ma vie à apprendre à être invisible, dit-elle. Je sais, je ne suis plus invisible. » Il souleva sa main de sa poitrine et pressa ses lèvres contre ses doigts, un geste qui, de tout autre homme, eût pu être machinal. Du duc de Vauclair, c'était un sacrement. Le soleil se leva pleinement sur la Manche. La lumière courut sur l'eau en or. Les roses sauvages frissonnèrent sur la falaise. Et la femme qui s'était tenue contre des colonnes à chaque bal, qui avait été ignorée et rejetée et donnée en spectacle et trahie par son propre sang, cette femme se tenait pieds nus sur la terrasse de sa demeure, dans le vent salé, tenant la main d'un homme qui l'avait regardé pleurer à du Verdi 5 mois avant qu'ils ne se parlassent et avait décidé, en cet instant, que rien d'autre au monde ne méritait d'être regardé. Elle ne détourna pas le regard. Elle n'aurait plus jamais besoin de le faire.